Bonsoir à tous, marhaba bikoum. On va se retrouver aujourd'hui autour d'un nouveau live avec un autre format. Donc, hier, on a fait un débat entre deux invités qui avaient une vision différente. Donc, c'était d'avoir un débat contradictoire. Mais aujourd'hui, on aura un autre format qu'on va inaugurer aujourd'hui, mais j'espère que euh, ça sera une habitude. On aura le plaisir on a le plaisir d'avoir avec nous Akram Khaïef. Donc Akram Khaïef, pour les gens qui connaissent pas, voilà, c'est un Algérien spécialisé sur les questions de sécurité et de défense, qui gère et qui anime le site Mina Défense. Donc rapidement, peut-être je vais laisser à Akram le,
d'inversion de l'échelle des valeurs, parce que les populations du Nord étaient des populations, disons, négativement ou positivement, c'était des populations de maîtres, voire même d'esclavagistes. C'était des populations qui avaient un statut social qui existait depuis très longtemps. Et on a eu une sorte de revanche des populations du Sud, et donc une totale inversion de l'état de choses ethnique et social dans ces pays-là. Jusqu'à, en fait, le premier Euh, ennemi de l'Algérie se trouvait, Akram, oui, je pense qu'on a eu un petit problème de son. Donc, est-ce que d'accord. juste tu peux répéter rapidement À partir de quand? bah, pardon, dès le Donc, en début. gros. Donc, Ah, dès ou le en gros, début. ouais. D'accord. Donc, en gros, ce que je dis, c'est que pour ce qui est du Sahel, on a plusieurs couches. Donc, on a plusieurs couches à l'intérieur des pays du Sahel, avec une sorte d'inversion sociale qui s'est produite à la fin de la période du Mhm. colonialisme et au début des indépendances, où les populations du Sud ont pris le pouvoir et ont dominé les populations du Nord, qui traditionnellement étaient les maîtres de cette région-là. Donc, cette situation politique est née plus la pauvreté qu'il y a dans ces régions-là, font qu'aujourd'hui, l'Algérie est un poumon pour cette région. Hein. Tamanrasset est une véritable capitale, un véritable pôle d'attraction pour le Niger, pour le Tchad et pour le Mali. Donc, notre influence naturelle, donc la zone disons que l'espace vital de l'Algérie, en théorie, s'étend sur ces trois pays du Sahel et devrait être pris en considération comme ça. Ce que je dis, Mhm. euh, ce n'est pas que ces pays-là appartiennent à l'Algérie, mais que l'Algérie devrait se soucier réellement de ce qui s'y passe et en faire un levier d'échange, d'économie, mais pas que, économie sociale et d'échange aussi éthique. Donc, la Libye. Donc, je vais éviter de parler du Maroc, de la question du Sahara occidental, parce qu'on voit que je vais quand même en parler un petit peu. Question du Sahara occidental et du Maroc, on voit que c'est une situation qui arrange les deux pays, l'Algérie et le Maroc, une sorte de tension maintenue capture l'attention des populations et qui les laisse concentrer sur ça au lieu de parler de coopération et de co-développement. Donc, la situation dans le Sahara occidental est à mes yeux une situation totalement préfabriquée et qui n'aurait pas dû être comme elle est aujourd'hui. Donc maintenant, la Libye.
La Libye, ça a commencé en 2011-2012 avec la révolution en Libye et on a vu une sorte de raz-de-marée interventionniste venant d'un peu partout. Bien sûr, en Algérie, ce qu'on pense, c'est que c'est une stratégie de l'OTAN et que ça a bénéficié à l'OTAN et aux pays occidentaux. En réalité, les intervenants ont été très très nombreux, à commencer par les Soudanais, les Tchadiens, qui avaient quelque chose à jouer, qui avaient pour les Soudanais une revanche à prendre sur Kadhafi. On a des Égyptiens qui sont intervenus, les Émiratis, les Qataris, les Turcs, de très très nombreux pays. On a même des échos de ce qui se passe, de la tension géopolitique en Libye, qui font écho en Érythrée et en Éthiopie. C'est dire à quel point c'est très important. Le problème, c'est qu'en Algérie, à partir de 2012, l'Algérie n'a pas eu le courage de s'imposer politiquement et militairement pour faire en sorte que la guerre n'ait pas lieu. À mon avis, là, c'est vraiment, disons ça, c'était une réflexion personnelle que j'avais promue à l'époque, en 2011-2012, c'était que bien avant qu'il y ait la coalition internationale qui avait attaqué la Libye, que l'Algérie aurait dû s'imposer militairement en Libye, du moins d'imposer une no-fly zone pour l'aviation de Kadhafi, parce qu'on voyait que c'était lié à ça. En fait, c'était l'aviation de Kadhafi qui a attiré les autres aviations et qui avait attiré à l'époque l'intervention internationale. Si l'Algérie avait, sous mandat de l'ONU, réussi à faire appliquer cette A9Z, l'Algérie, à ce moment-là, aurait pu sauver la situation, peut-être même sauver la vie de Kadhafi et trouver peut-être un moyen pacifique d'assurer un changement politique en Libye. Les choses se sont dégradées. Oui, vas-y. Donc peut-être on peut revenir sur la question libyenne un peu plus dans le détail. Donc là, tu as parlé, tu as dit que enfin, quand on parle de géopolitique, forcément il y a géographie et politique. Donc voilà, l'important, il faut comprendre la géographie du pays, de la région, et pour après parler politique. Donc tu as souligné au début l'importance de l'héritage colonial, que c'est le découpage de ces pays revient peut-être à des rapports de force dans la période de décolonisation, mais qui ne répondaient pas à une logique de construction historique soit de peuple, soit de nation, soit d'État-nation, soit d'intérêt entre individus pour se mettre, voilà, pour mettre des frontières qui répondent à des intérêts partagés. Donc là, pour moi, c'est quelque chose de très importante auquel j'ai jamais pensé. Donc pour toi, du point de vue politique, oui. Là on a parlé de géographie, mais du point de vue politique, là encore on va revenir à la décolonisation et au rôle qu'a joué l'Algérie à décoloniser tout, ou du moins une grande partie des pays d'Afrique. Et cet héritage-là, ce legs-là, devrait être un atout énorme pour l'Algérie pour faire valoir pour faire valoir non pas ses droits, mais pour faire valoir son droit de coopérer économiquement et politiquement avec ces pays-là et d'établir de véritables liens, une véritable extension économique et autres de l'Algérie. Regardez, si de manière très très froide, on a tendance, et on a eu tendance toutes ces dernières années, à considérer que le Maroc était un leader en tant que, en tant que pays émergent et en tant que pays régionaliste en Afrique. Donc, le Maroc, effectivement, a beaucoup investi, a envoyé des entreprises, a envoyé des banques, etc. Mais quand on voit la réalité, l'Algérie, sans absolument rien du tout, sans aucune volonté politique d'aider à l'exportation, si vous allez dans les pays du Sahel, vous n'allez pas trouver des produits marocains, mais plutôt des produits algériens. Si vous allez au Sénégal,
vous allez trouver des compagnies aériennes, enfin une compagnie aérienne marocaine, une banque marocaine, une assurance marocaine, mais vous trouverez aussi des boutiques Condor, vous trouverez les gens, la population au Sénégal connaît les marques algériennes, achète des marques algériennes. Donc, nous sommes là. Vous savez, le drapeau algérien, l'histoire de l'Algérie est beaucoup plus forte que le régime algérien. Okay. Et aucun régime en Algérie, aussi mauvais puisse-t-il être, aucun régime ne pourra effacer l'aura qu'a l'Algérie en tant que pays. Donc, nous avons une histoire, il faut qu'on joue sur cette histoire pour continuer cette aide désintéressée vers les pays africains et vers donc la sous-région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Oui. On a vu récemment, et bon, je suis, disons que la décision de l'avoir créé m'a beaucoup conforté, surtout vu la nomination de son directeur. Donc, la création d'une agence pour la coopération est une excellente initiative. Monsieur Chafik Msbah est quand même quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Et aujourd'hui, l'Algérie doit se doter d'outils de soft power dignes du 21e siècle, pas dignes des années 60-70 et de l'État post-révolutionnaire ou révolutionnaire que connaissait l'Afrique. Donc, si je comprends bien, donc tu dis que l'Algérie a un capital sympathie hérité de la période de décolonisation qui est toujours présent, malgré que l'Algérie n'a pas accompagné ça par une politique peut-être entre parenthèses agressive, soit économique, soit diplomatique, mais il y a cet héritage affectif peut-être, ces choses, dire les choses. Donc pour toi, il faut capitaliser sur cette relation que le reste de l'Afrique a de l'Algérie pour en faire un atout pour soit pour, voilà, pour des intérêts économiques ou là des intérêts politiques tout simplement. Donc pour toi, donc si je comprends par rapport à tout ce qu'on a dit, donc pour toi l'Afrique reste une zone d'influence prioritaire pour l'Algérie. Alors que l'Algérie, il est dans l'Afrique du Nord, donc il y a aussi le bassin méditerranéen. Et voilà, donc comment tu peux articuler cette importance que doit avoir l'Algérie pour continuer à peser en Afrique et aussi avoir cet équilibre par rapport à son partenaire direct qui est l'Europe et toute la région méditerranéenne qui connaît beaucoup de bouleversements géostratégiques de manière continue par rapport aux crises du Moyen-Orient et tout ce qu'on connaît par rapport à la crise syrienne, palestinienne, israélienne, libyenne et tout. Donc, de toutes les manières, l'Union européenne n'a pas attendu l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie pour décider que ses frontières naturelles au sud se trouvent du côté d'Ain Ghazam, ne se trouvent pas du côté de Marseille ou de Séville ou de Ceuta. Donc, les véritables, pour les Européens, pour l'Union européenne, les véritables frontières de l'Europe se trouvent au sud de l'Algérie, donc c'est la bande sahélo-sahélienne. Donc nous sommes amenés, nous serons amenés un jour à intégrer le cadre euro-méditerranéen de manière, disons, de manière moderne et de manière égale à celle des pays européens. Nos représentants, on le voit aujourd'hui, le Covid a changé la donne économique mondiale. On voit qu'aujourd'hui, la Chine, qui a flanché pendant quelques semaines, voire quelques mois, a énormément perturbé l'Union européenne et les États-Unis et qui aujourd'hui voit dans le Maghreb, dans l'Afrique du Nord, comme une zone de nearshoring, donc au lieu de faire de l'offshore en Chine, il faudrait peut-être mieux privilégier du nearshoring en Afrique du Nord. Donc, sur ce point de vue-là, les pays du Maghreb sont, je pense, ils devront à un moment trouver un moyen de faire une sorte d'union politique ou du moins économique et une entente
pour arriver à se hisser au niveau des Européens et donc, non pas dialoguer, mais directement dealer avec eux d'égo à égo et travailler avec eux aussi de manière à ce que tout le monde en profite. Aujourd'hui, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, un petit peu la Libye aussi, ce sont l'Espagne, le Portugal, la Grèce des années 90, donc 80-90. Donc nous ne sommes pas si loin que ça, ce n'est pas dramatique. Ce dont on a besoin, c'est une entente, une réforme économique, des réformes politiques, un accès à la véritable démocratie et c'est tout, hein, une volonté politique. Mais je pense que la machine est en branle et on y parviendra tôt ou tard. Donc, union. Fatalement, on arrivera à l'union. Il serait peut-être intelligent de commencer par une union douanière des deux pays qui s'entendent le mieux aujourd'hui et qui ont une frontière commune, qui sont l'Algérie et la Tunisie, et puis faire en sorte que les autres veuillent rejoindre ce groupe-là. C'est ce qui s'est passé en Europe. Hein. On a commencé avec l'Union de l'acier et ça a donné l'Union européenne. Donc, je pense qu'on devrait aller vers ce genre de structure. Maintenant, pour en revenir à la Libye, la Libye est un véritable point mort pour nous, est un véritable danger pour l'Algérie. Je pourrais le développer tout à l'heure, bien sûr. Très bien. Donc, Akram, là, donc, tu as mis le décor. On a parlé sur une partie de l'importance de l'Afrique pour l'Algérie. Et aussi, tu nous as informé, parce que moi, je ne connais pas du tout ces questions géostratégiques. Pour moi, l'Europe, c'est l'Europe. Voilà, ça finit à Marseille et tout en bas par rapport à la péninsule ibérique. Et, alors que tu nous apprends que pour les Européens, dans leur raisonnement, l'Europe va au-delà de l'Afrique du Nord, donc jusqu'à la frontière sahélienne. Donc voilà, c'est important de le connaître, parce que c'est ce qui nous permet de décortiquer aussi les positions, certaines positions de politique étrangère européenne par rapport à ces pays. Donc voilà, donc c'est Et important ce n'est pas que positif. Hein. Oui, C'est une vision de l'Union européenne qui est propre à l'Union européenne et qui sert les intérêts de l'Union européenne. L'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'elle considère que en Afrique du Nord, il y a des pays qui sont potents, Algérie, Maroc, Tunisie, etc., et qui peuvent entre-temps, donc entre le moment où, entre-temps, avant de devenir pays, disons, bankable pour l'Union, pour accéder au statut de pays de l'Union européenne ou de l'Euro-Méditerranée, entre-temps, ils pourront sous-traiter des problématiques européennes que sont la migration clandestine, les trafics, etc. Donc, c'est très intéressé aussi du côté de l'Europe. Ce n'est pas de la charité et ils ne le font pas aussi pour nos beaux yeux. exactement. Donc voilà, comme toutes les relations internationales, les États n'ont pas d'amis ni d'ennemis, que des intérêts à défendre. Donc quand on prend l'Europe comme bloc politico-économique, donc il faut raisonner aussi comme comme un bloc qui a des intérêts à défendre. Donc s'ils veulent étendre leur zone d'influence, c'est parce qu'il y a un intérêt, sinon ça ne servirait à rien. Donc là, tu as mis un peu le décor par rapport à la profondeur de l'Algérie en Afrique, par rapport à nos frontières nord de l'Europe. Peut-être on va revenir un peu sur le voisinage immédiat de l'Algérie. Tu as un peu fait allusion tout à l'heure dans l'introduction quand tu as parlé sur la question saharienne qui empoisonne les relations algéro-marocaines, mais tu nous apprends que c'est préfabriqué parce que ça arrange les régimes en place. Même si ça n'arrange pas les États autant qu'États, ça n'arrange pas du tout les peuples autant que peuples, mais ça arrange le régime makhzen au Maroc et le régime autoritaire algérien. Donc voilà, on a cette question du Sahara qui bloque beaucoup d'initiatives dans la région. Après, qui a été suivi les dernières années
deux grandes crises, je ne sais pas si on peut parler de crise ou qui ont surgi suite à la disparition de Kadhafi. Donc on a vu immédiatement la crise libyenne s'installer dans la région, qui a été suivie par la crise du Sahel. Même si les balbutiements, on a connu que le Sahel, ça fait peut-être des décades que la région n'a jamais été stable. Donc, mais voilà, c'est une stabilité précaire. Mais depuis 2011-2012, on a vu que ça a pris voilà, une forme de crise, ce qu'on appelle la crise du Sahel et la crise libyenne. Donc voilà, il y a trois grands fronts pour l'Algérie sur ses frontières immédiates. À l'ouest, par rapport au Maroc, qui est le conflit ou le différent, je préfère dire le différent avec la question du Sahara. Dans le sud, cette zone du Sahel qui va de la Mauritanie, Niger, Libye, Tchad et Burkina Faso. Et après, vers l'est, voilà, c'est la Libye. Donc, peut-être tu vas faire un focus pour pour chacune ou tu prends d'une Oui, manière globale. non, pas de souci. Je vais Oui, juste vas-y. très Oui, très rapidement illustrer ce que je disais à propos du Maroc, des relations algéro-marocaines et de la, du caractère faux de la complexité de la problématique. Euh, Rappelez-vous Zeralda, 1988, Hassan II, dont les troupes, dont les soldats mouraient, hein, tombaient sous les balles du Polisario, qui était, enfin, de l'armée de libération du peuple sahraoui, la LPS, qui était soutenu militairement par l'Algérie et par la Libye, donc deux pays du Maghreb. Hassan II avait décidé de venir en Algérie, signer la paix, signer non pas la paix, mais l'union. Donc, vous imaginez qu'à l'époque, le Maroc était en guerre, réellement en guerre, des gens mouraient. Et malgré ça, les pays du Maghreb ont décidé de mettre de côté ce conflit-là, de le traiter, de le traiter de manière, disons, sur un temps long, et de construire le Maghreb. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, 30 ans après, 32 ans après, il n'y a pas de guerre au Sahara occidental, il n'y a pas de conflit entre l'Algérie et le Maroc, qu'il n'y a ni escarmouche, ni agression, ni rien du tout. Je ne vois pas pourquoi cette situation continue à empêcher de bonnes relations entre les deux pays. Donc, il y a moyen pour l'Algérie et pour le Maroc de faire la paix sans parler pour le moment du Sahara occidental, c'est-à-dire sans que l'Algérie n'arrête son soutien et sans que au Polisario et sans que le Maroc n'arrête aussi de revendiquer la marocanité du Sahara. Donc, c'est réellement, pour moi, la seule raison, c'est de maintenir ce statu quo et d'avoir un ennemi à ses portes pour effrayer sa population. On le voit, hein, on l'a vu cette semaine avec ces histoires de bases militaires, de satellites, de je ne sais quoi. On est en train de nous brosser une sorte d'image médiévale de ce qu'est la guerre. Or, aujourd'hui, on n'a plus besoin de construire des bases à 1 kilomètre ou 2 kilomètres d'une frontière pour menacer l'autre. On a des missiles qui font 300 kilomètres. Donc, le monde a changé. Mais la façon de parler est restée la même. Elle est restée totalement archaïque. Donc, je clôt le chapitre marocain. mhm, Pour ce qui est du Sahel, la question du Sahel est une question de décolonisation jusqu'à maintenant. Le Sahel est un pays, est une entité, est une région géographique qui est encore colonisée. Je ne dirais pas qu'elle est colonisée par la France, mais elle est pauvre, elle a été appauvrie, elle manque de développement au point où elle, euh, les pays de cette région-là sont obligés d'accepter une tutelle étrangère. Elle prend plusieurs formes, ça peut être les États-Unis, la France, la Chine, etc. Mais en tout cas, il faudrait penser à résoudre le problème du Sahel par le développement et non pas par des artifices militaires ou par une guerre. Le Sahel, c'est aussi grand que l'Europe. Et ce ne sont pas les 4-5 000 soldats français qui vont mener une guerre sur un territoire aussi vaste et la gagner. Donc,
Pour moi, le Sahel, ça passe par couper l'envie aux gens de rejoindre les groupes terroristes. Parce que les groupes terroristes aujourd'hui payent et parce que les rébellions payent et nourrissent les gens. Donc c'est une question de développement et il faut mettre de l'argent. Et je comprends que l'Algérie ne veuille pas, ne soutienne pas de solution militaire et privilégie des négociations et des accords d'Alger. Sur le point du Sahel, je suis tout à fait aligné sur la position algérienne, qui est une position logique, mais qui devrait être accompagnée par de véritables mesures de développement, à la fois de notre sud, de notre extrême sud et des 3 pays qui sont à côté. Donc, Sahel, voilà. Libye. Libye, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus dangereux pour nous et toute la région. Ce qu'on est en train de vivre en Libye aujourd'hui, c'est une véritable guerre mondiale, miniature, qui ressemble à ce qui disons, qui ressemble beaucoup à ce qui se passait au 19e siècle. On avait des États qui s'essayaient mutuellement. Donc, ils s'essayaient comment? Ils s'essayaient par la guerre et qui voyaient les limites de l'autre, qui poussaient jusqu'à ce qu'il y clash. Donc, on a vécu ça. Comme par hasard, la question libyenne est aussi une question du 19e siècle. Hein. C'est très, très lié au 19e siècle, à la fin de l'Empire ottoman, au retour aujourd'hui du sentiment pantouraniste ou pantouriste chez les Turcs. On a une sorte de retour de la balkanisation hein, dans la région, la balkanisation dans le sens fin de l'Empire ottoman. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de résumer la situation très rapidement. On a 2 régions en Libye. On a l'Est et on a l'Ouest. Donc, l'Ouest, c'est un gouvernement reconnu. Donc, l'Ouest, c'est Tripoli. La capitale, c'est Tripoli. Le président, c'est Fayez Sarraj. Le gouvernement est reconnu par la communauté internationale, mais ça ne fait pas de lui un gouvernement réellement légitime. De l'autre côté, sur le plan politique, nous avons un parlement qui est plus ou moins reconnu par la communauté internationale, qui est le parlement de Tobruk. Nous avons un gouvernement parallèle qui est à Barqa, donc, et nous avons une capitale de facto qui est Benghazi. Donc nous avons, sur le plan politique, un gouvernement plus ou moins légitime à l'ouest et un parlement plus ou moins légitime à l'est. Les deux ne couvrent pas tout le territoire en termes de légitimité, c'est clair. Donc, nous avons ça. En termes militaires, nous avons le GNA, qui est l'armée libyenne, qui dépend de Tripoli. Le GNA est vraiment un ensemble de milices tribales, etc. C'est plus ça qu'une armée. Nous avons aussi du côté du côté est, nous avons la LNA, la Libyan National Army, donc l'armée nationale libyenne. L'armée nationale libyenne est un peu mieux structurée, mais ça reste aussi une sorte de grosse milice qui est appuyée par d'autres milices. Donc militairement, nous avons les tribus à l'ouest aussi qui aident le GNA, dont la plus importante c'est celle de Misrata, qui a une tradition de proximité avec, avec Istanbul, si on parle du 19e siècle, avec Ankara aujourd'hui. Et donc, cette proximité-là a fait qu'il y a eu une intervention turque. Donc, de son côté, à l'est, nous avons d'autres grosses milices qui sont venues se greffer autour de la LNA. On en a 2, principalement. On a les Metrali, ce sont les salafistes qui dépendent, qui suivent le prédicateur Rabi' al-Metrali et Mohamed al-Metrali aussi son neveu. Les Metrali, en théorie, sont censés être des salafistes quiétistes, donc non violents. On les a ici en Algérie, ils sont très nombreux en Tunisie, etc., même un petit peu au Maroc.
Et l'Algérie était pendant assez longtemps, jusqu'à maintenant, une sorte de centre idéologique en Afrique du Nord pour le métralisme. Et on a ces métralis-là qui ont une influence, qui sont influencés par les Émirats arabes unis, par l'Arabie saoudite, aussi par l'Égypte, par ce qu'on appelle le parti Nour, qui est un parti salafiste. La deuxième structure qui vient se greffer autour de la LNA, c'est les Kaniyat. Les Kaniyat, c'est une sorte de tribu, donc c'est à base tribale, un petit peu, mais c'est surtout des milices. Et les Kaniyat, on a vu hier, je ne sais pas, pour ceux qui ont suivi, il y a eu une réunion, un grand show du président Sisi avec les chefs de tribus libyennes. En fait, c'était principalement le chef, le représentant était le chef des Kaniyat, c'était principalement des représentants des Kaniyat. Donc, ce sont des tribus qui sont très très mal vues en Libye, qui ont commis des atrocités, etc., etc. Donc, nous avons ça. Ouest, on a Misrata, on a Zintan, Bani Walid, etc. Ce sont des tribus. Mais, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque aussi, je pense, l'erreur que fait l'Algérie, quand je dis l'Algérie, je parle de l'Algérie officielle, hein, du président de la République, de ses conseillers, des services de sécurité, etc. C'est que l'Algérie considère que, comme toujours, tout est tribal en Libye et tout peut se régler par les tribus. L'Algérie a une influence positive excellente auprès des tribus libyennes. Je pense que l'Algérie est le pays qui a le meilleur potentiel de dialogue avec les tribus, la meilleure connaissance des tribus, beaucoup mieux et beaucoup plus que les Soudanais ou que les Égyptiens qui sont un petit peu biaisés sur ce point de vue-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une guerre mondiale. Ce n'est plus une guerre tribale ou une guerre civile. Pour preuve, les tribus libyennes ne se battent pas. La plupart des tribus libyennes se contentent de regarder. Donc on a quoi? On a aujourd'hui une importation de main-d'œuvre, une importation de miliciens. Ils viennent d'où? Les Turcs ont amené leur armée, en partie, quelques centaines d'hommes, disons des technologistes et des gens qui sont là pour implémenter des technologies de défense, des tacticiens, des stratèges, mais ils ont importé 3 à 6 000 combattants syriens du HTS. Et ces combattants-là, bien qu'ils soient turkmènes, font partie d'un groupe, d'une structure qui est quand même très proche des terroristes islamistes. On a de l'autre côté des Syriens aussi. Hein. Les Russes de Wagner recrutent énormément de Syriens combattants qui ont combattu dans les milices pro-Bachar al-Assad et qui sont de l'autre côté. Donc, on a des Syriens et des Turcs du côté de Tripoli. Et du côté de Benghazi, bah, c'est la foire. Donc, on a les Syriens pro-Bachar al-Assad qui viennent. On a des sociétés de sécurité privées, pas que Wagner. Il y a eu Wagner, il y a eu aussi RBS Group, il y a eu un groupe de mercenaires occidental qui était proche de Eric Prince. Eric Prince lui-même est présent là-bas depuis au moins 2014-2015. On a aussi les milices Janjaweed. On a des milices Toubou, tchadiennes. Donc les milices Janjaweed viennent du Soudan. Donc c'est une véritable foire du côté de Haftar, donc du côté de Benghazi. Et le fait de voir autant de non-libyens se battre, surtout dans les rangs de l'armée de Haftar, ça indique le manque de popularité de Haftar auprès des tribus et auprès de la population. Sinon, il y aurait eu des centaines ou des milliers de volontaires qui iraient se battre pour lui. Donc, c'est une bonne indication à prendre. Et c'est ce qui prouve aussi que la piste tribale n'est, selon moi, pas la meilleure piste à creuser. Donc, derrière tout ça, on a des puissances. On a des puissances régionales et mondiales qui soutiennent tel ou tel parti. Donc on va rester sur Haftar Benghazi. On a quoi? On a les Émirats arabes unis. On a l'Arabie saoudite un peu moins militairement, mais beaucoup financièrement et politiquement, bien sûr.
On a la France. On a du côté, donc on a la France. On a une position interlope des États-Unis. Après, je vais y revenir. On a la Russie. De l'autre côté, du côté de Benghazi, nous avons l'Italie, qui est très proche de Misrata. Nous avons quoi? Nous avons la Turquie, nous avons le Qatar, qui sont pratiquement présents militairement là-bas, surtout la Turquie, et donc qui est. Et Juste c'est pour peut-être cela, Akram, oui, peut-être c'est pour cela Akram, qu'on se retrouve. Akram. Oui, Juste oui, oui. peut-être, je vais ouvrir une parenthèse. Il faut expliquer aux gens que la Libye, c'est pas juste un terrain de. Les gens ne viennent pas faire du tourisme, hein. C'est un pays Ah hyper non, non, riche. c'est un Juste pays pour en guerre. donner l'ordre de grandeur, c'est que la Libye, c'est 4 fois les réserves algériennes de pétrole. C'est la neuvième, je pense, huitième ou neuvième au niveau mondial. Et c'est 6 millions d'habitants. Donc, vous imaginez la richesse du pays et vu sa proximité du Maroc, enfin de l'Europe et des marchés traditionnels de pétrole. Donc, donc ça attise toutes les appétits. Donc, c'est très Et important de. rien qu'en termes de reconstruction, le budget de la reconstruction tourne autour de 50 milliards de dollars. Donc, voilà. Donc, Donc au-delà de tout, des réserves de pétrole, de gaz, des réserves aurifères dans le sud, parce qu'il y a aussi une guerre de l'or à la frontière entre l'eau douce aussi. le Donc, Niger et la Libye, on a la problématique de la reconstruction et on a la Turquie qui veut absolument rafler les 50 milliards de reconstruction. Donc on a, oui. en termes, donc on a vu l'aspect politique local, l'aspect militaire local, l'aspect milice local et international, et puis les soutiens internationaux. Qu'est-ce qui nous reste? Eh ben, qu'est-ce qui va rester? C'est, disons, comment l'expliquer de manière simple? Mhm. C'est les interactions avec tout ça, les enjeux. Les enjeux. Okay. Les enjeux. Donc on a les États-Unis qui ont. Déjà, il faut savoir que Khalifa Haftar est américain, il est un citoyen américain. Il a un passeport américain, il est reconnu comme citoyen américain, il paie ses impôts aux États-Unis et il a un fil à la patte. Donc, il est considéré comme l'homme des États-Unis. Le souci, c'est qu'il a fait appel aux Russes. Et autant le Pentagone est très très énervé, enfin autant la Maison Blanche est ok avec ça et le fait que la moitié du pays soit dirigée par Khalifa Haftar, un Américain, autant le Pentagone est très énervé par cette présence russe. Donc on a un jeu interlope des États-Unis qui une fois sont pro-Haftar, une fois sont pro-Sarraj. Donc oui, si l'Algérie dans tout ça. Oui. Donc l'Algérie dans tout ça, l'Algérie officiellement ne soutient personne. L'Algérie reconnaît comme l'ONU disons la légitimité du gouvernement Sarraj. Et ça ne veut pas dire que l'Algérie reconnaît le GNA en tant que seul gouvernant de la Libye. Donc l'Algérie a privilégié la négociation et le dialogue depuis assez longtemps. À mon avis, c'est pas très utile, très intéressant de le faire. Je suis, disons personnellement, j'étais partisan pour une intervention en Libye très très tôt, et puis une seconde intervention à la à la première guerre civile, disons en aidant une partie à tout rafler, en fait en faisant ce qu'a fait l'Égypte, hein, parce que l'Égypte a clairement pris Haftar, l'a gonflé, lui a donné les moyens, a été là et lui a dit voilà, tu prends toute la Libye. En fait, l'Algérie aurait dû trouver quelqu'un et faire ça à l'époque. C'est ce que je pense. Bon, après, à l'époque, encore une fois, on était en 2013-2014, l'Algérie était brain dead. Bouteflika n'avait aucune capacité intellectuelle, ne pouvait pas gouverner et ce genre de décision ne pouvait être prise que par un président vrai. Donc parce que ça impliquait envoi de troupes et etc.
Et nous étions dans une politique, disons, d'enfermement et de renfermement qui était voulue par le système pour des raisons de préservation, en attendant de trouver une solution à Bouteflika. Finalement, ce n'est pas le système qui a trouvé la solution à Bouteflika, Et en c'est le plus, peuple. il faut rappeler qu'en 2013, il y a eu aussi l'affaire de Victoria. Turin, qui a eu un séisme à l'intérieur du régime. Donc, il y a eu une stabilité au niveau de l'État du régime algérien. Donc, 2013, Oui, oui. c'était, oui, voilà, 2013 a été une année catastrophique pour catastrophique. l'Algérie, Oui. dans le sens où c'était le moment idéal pour prendre les devants de manière régionale. Et au lieu de ça, on a détruit tous les instruments qui nous permettaient de gérer de manière, disons, proactive la situation géopolitique en Libye, même en Tunisie et dans le Sahel. On l'a détruite nous-mêmes. Oui. Donc, que ce soit les services secrets, que ce soit l'armée, ou que ce soit le ministère des Affaires étrangères. Quand je dis détruite, je parle de désactivation ou d'endormissement volontaire pour des raisons d'agenda politique et de calcul politique interne, pas pour d'autres agendas, je pense. Donc, malheureusement, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe Il se passe que en 2019, le 13 janvier 2019, Haftar décide d'aller vers le sud. Donc, Haftar était à Benghazi, contrôlait la partie ouest, Sarraj aussi la partie est, pardon, la partie ouest. Euh, à l'époque, le dialogue était encore possible et avait lieu. Haftar prend ses troupes et va vers le sud. Il prend l'oasis de Sabha et chasse les rebelles Toubou vers le Tchad. À cette époque-là, donc en janvier-février, il était pratiquement encouragé par Sarraj et il y avait la perspective de l'accord, plutôt de la négociation de Berlin, qui devait aboutir à un processus politique. Sarraj s'enfonce dans le sud, va un petit peu vers l'ouest, mais ne menace pas la capitale. Le 3 avril 2019, je ne sais pas si cette date vous dit quelque chose, vous, Algériens. Bah, Qu'est-ce qui c'était s'est le passé le 2 jour de la avril? démission de Bouteflika. Voilà, Oui. donc on a démis Bouteflika de ses fonctions. Et il me semble que cette nuit-là, Haftar a décidé de prendre cette opportunité et d'attaquer Tripoli. Donc il a lancé le 3 avril une offensive surprise sur Tripoli qui a échoué. Qui a échoué. Et donc, Haftar s'est embourbé avril, mai, juin, juillet, août. Et puis on a eu une sorte de contre-offensive et avec l'aide de la Turquie, avec l'aide aussi du Qatar, qui fait qu'aujourd'hui, on revient à notre équilibre des forces, avec une Libye qui est coupée en deux, qui est coupée en un quart à l'ouest, donc en haut à droite en haut à gauche de la carte, et les trois quarts qui font le reste, qui sont plus pour Haftar. Aujourd'hui, le véritable danger, c'est quoi? Et j'en ai parlé en oubliant de mentionner que derrière toute la politique, euh, toute l'influence internationale, on a aussi une véritable guerre des religions. Et on a une guerre idéologique qui se déroule aujourd'hui en Libye et qui va déterminer, qui va déterminer le sort de milliers, voire de millions de musulmans, et qui est la guerre entre les salafistes et les frères musulmans, qui sont les ennemis absolus en termes de politique, d'idéologie et aussi maintenant d'armée. Et Donc donc, peut-être dire que les salafistes sont soutenus par l'Arabie Saoudite et les frères musulmans par le Qatar et la Turquie. ah oui, Voilà. donc frères musulmans Qatar-Turquie, salafistes Égypte, Égypte, Arabie Saoudite. militairement, Jordanie aussi militairement, Arabie Emirates, Saoudite et idéologiquement et financièrement l'Arabie Saoudite, mais les véritables stratèges, le véritable moteur de Haftar, moteur politique et moteur stratégique en termes militaires et géopolitiques, c'est les Émirats arabes unis. Pourquoi? Parce que les Émirats arabes unis ont suffisamment de leverage, donc de
de levier sur la France et donc les Émirats utilisent la France sur le plan international pour totalement désactiver la question libyenne de l'agenda international et du processus international de négociation. Je suis désolé de le dire. Sur le cas de la Libye, la France suit, disons, les instructions d'Abu Dhabi plus qu'elle n'est stratège elle-même. Et donc, l'influence de cette guerre idéologique peut se retrouver, peut avoir des échos aussi en Algérie, parce qu'on a une communauté salafiste Matrali qui est très importante, qui est pacifiste, je le dis. On a une communauté frères musulmane aussi qui est pacifiste, qui est aussi très très importante. On voit aujourd'hui des chamailleries idéologiques sur les réseaux sociaux, où le ton monte très très rapidement et qui pourrait devenir un élément de déstabilisation ou d'instabilité pour l'Algérie et aussi pour la Tunisie, qui est exactement dans le même cas. Et on le voit aujourd'hui, hein, la Tunisie est en crise politique à cause de ce qui se passe en Libye, à cause du soutien d'Al-Nahda à la guerre de la Turquie en Libye et à la pression des Émiratis donc sur des partis politiques et des personnalités politiques en Tunisie. Donc ce scénario-là peut se reproduire malheureusement aussi en Algérie. Donc peut-être tu peux nous dire, en l'année 2019, il y a eu une instabilité du régime, mais après, l'armée a pris les choses en main et il a imposé les élections de décembre, on a élu un président. Donc il y a eu une stabilité, donc on a eu beaucoup de changements à l'intérieur des services de renseignement, de l'armée, des différents corps de l'État, qui fait que le régime se stabilise ou s'est stabilisé. Donc on a vu que l'Algérie a essayé de reprendre la main sur le dossier avec la candidature de l'ancien ministre des Affaires étrangères, malheureusement, l'Algérie n'a pas pu l'imposer. Et on a vu que même, si je me rappelle, Tebboune dans le discours d'investiture a parlé de la crise libyenne. Donc on voit bien que l'État algérien, en tant qu'État, euh, prend cette crise libyenne au sérieux. Donc c'est quoi ta lecture depuis cette stabilisation d'institutions et c'est quoi la doctrine algérienne par rapport, soit doctrine militaire, hein. On a vu qu'il y a eu une proposition de modification de la constitution pour que l'armée algérienne puisse intervenir à l'étranger d'une manière formelle et officielle. Donc ça, c'est pour la doctrine militaire algérienne. Et sur le côté diplomatique, c'est quoi ta lecture par rapport aux différentes sorties du ministre algérien des Affaires étrangères, Bougadoum, sur la question? Sauf, comment dire, c'est compliqué, hein, c'est compliqué parce que je peux pas non plus trop m'exposer, Oui. parce qu'il y a une véritable critique à faire disons, du président Tebboune, de son gouvernement et de sa façon de faire, hein. Donc on est encore dans le tâtonnement, on est encore dans l'à peu près. C'est vrai que je vous donne un exemple, hein. J'ai trouvé particulièrement gauche la déclaration de Tebboune, je crois le 26 décembre 2019, qui disait que Tripoli était une ligne rouge pour l'Algérie. Parce que c'est vrai que en termes disons de propagande ou de soupe qui est servie à la population, ce genre de phrases plaisent, retentissent, donnent l'image d'un président fort. Mais ce sont aussi, il faut pas qu'il oublie qu'il est président avant tout. Et donc que ses paroles l'engagent et engagent son armée, son pays, sa population, etc. Donc lorsqu'il trace des lignes rouges, le président Tebboune doit en théorie aussi définir les moyens qu'il a, hein, de sa politique. Mm-hmm. Là, on a vu que tout de suite après, il n'y avait pratiquement rien. On a reçu le président Erdogan, son ministre de la Défense, etc. Il y a eu des discussions. L'Algérie a participé à Berlin, bon, en tant qu'observateur, de manière assez marginale.
Mais elle était quand même là. Symboliquement, c'était très, très important. C'était important aussi pour le président Tebboune d'être là-bas. D'ailleurs, ça a été sa première sortie. C'est très bien en termes d'image pour un président de faire sa première sortie de son territoire en tant que porteur d'un message de politique internationale. C'est excellent. Mais en réalité, tout cela est creux. C'est vide. Il n'y a absolument rien derrière. Il y a déjà, je vous l'ai dit au départ, il y a une incompréhension, je pense, de l'Algérie par rapport au fait que ce ne soit pas une guerre tribale, mais que ce soit une alliance, un jeu d'alliance internationale. Et qui dit jeu d'alliance internationale, et ben à un moment, il va falloir, on peut pas être troisième parti, hein, on va devoir choisir un camp et le défendre. Donc là, ça va nous mettre en position très délicate. Et il n'y a pas de, je ne pense pas qu'aujourd'hui qu'on puisse faire s'asseoir autour d'une table les Émirats Arabes Unis, la Turquie, pour parler de la Libye. Il faut être réaliste. Mentalement, ces deux pays-là ne sont pas faits pour discuter. Ils sont toujours dans une attitude médiévale et ils ne discuteront pas. Et donc, toute tentative de discussion, de dialogue politique sérieux ou diplomatique sera sabotée par les Émirats ou par la Turquie. Ça, il faut être clair. Donc, la seule et unique chance qui existe aujourd'hui pour une sortie par le haut sur le dossier libyen, ça serait de connecter le dossier libyen au dossier syrien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les deux belligérants principaux en Syrie se retrouvent aussi en Libye, donc la Russie et la Turquie. Donc, dans le cas d'un accord turco-russe, il est possible de trouver une solution. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que l'Algérie puisse avoir suffisamment de véritables arguments pour trouver une solution politique. Très bien. Donc, concernant la doctrine. Oui, vas-y. Concernant la doctrine donc politique et diplomatique, c'est le dialogue. Dialogue avec les tribus, dialogue interlibyen, sachant qu'il y a quand même une dizaine de pays qui se battent là-bas et que c'est pas du tout interlibyen. Les Libyens aujourd'hui, la population libyenne a des problèmes de riches parce que c'est une population qui a un PIB par habitant assez élevé et ils ont des problèmes de riches, ils ont des problèmes d'électricité, ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de conversion de devises, d'accès à leurs économies en banque. Ils n'ont pas de problème de milice ou d'explosion ou de désamorçage de bombes. Ce n'est pas la Syrie. Heureusement d'ailleurs. Hein. Heureusement. Le problème, c'est que ces gens-là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils s'en remettent aux puissants pour régler leurs problèmes. Donc pourquoi nous, on ira en Libye demander à des parties libyennes qui s'en foutent de faire quelque chose? Ça n'a aucun sens. Hadi d'un côté, d'un point de vue militaire, oui, en fait, on nous a imposé une révision de la Constitution sans débat. Sans débat. À titre personnel, je suis pour, disons, l'encadrement. J'étais pour l'encadrement des opérations extérieures de l'armée algérienne depuis les années 2000, depuis, disons ouvertement, je le disais, depuis 2010. À cette époque-là, les autorités algériennes me traitaient de traître, d'assassin, de quelqu'un qui voulait voir ses enfants mourir pour d'autres pays. Aujourd'hui, on nous impose cette idée-là de pouvoir envoyer des troupes sous des mandats bizarroïdes, avec une délimitation géographique bizarroïque, parce qu'ils parlent de la région. Pourquoi l'Algérie n'enverrait pas des troupes dans le cadre de l'ONU à Haïti ou en Argentine ou je ne sais où? Il n'y a aucune raison. Et on nous impose qu'il n'y ait pas de débat. Et aujourd'hui, ceux qui osent dire que ce n'est pas bien sont traités de traîtres. Ouais. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un processus démocratique permettant d'établir des doctrines de défense
ou d'établir une sorte de consensus national sur l'utilisation de l'armée. Très bien. On n'y est pas. On n'y est pas. Et tant que j'allais dire, tant que l'armée ne rend pas de compte, mais le fait de rendre des comptes n'est pas quelque chose d'humiliant, de péjoratif, ce n'est pas un asservissement de l'armée. Euh, il faut établir des façons, des canaux de communication, de débat pour faire coucher ensemble le politique et le militaire. Le jour où on pourra le faire sans que ce soit le fait du prince, parce qu'aujourd'hui on a un président qui peut décider d'envoyer l'armée ou décider de ne pas l'envoyer. Or, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de consultation démocratique pour savoir ça. Donc, ce n'est pas le moment de parler des doctrines de défense. Et d'ailleurs, je pense que le processus de révision constitutionnelle tel qu'il est amorcé peut réserver beaucoup de surprises, dont l'annulation de pas mal de propositions. Peut-être pas celle-là, mais en tout cas, sincèrement, je suis pour une constitutionnalisation de l'emploi de l'armée, mais pas de cette manière. De manière totalement démocratique et de manière et surtout dans un environnement démocratique, donc avec les leviers qui permettraient au peuple demain de dire écoutez, on n'envoie pas l'armée parce que l'armée algérienne n'a pas vocation d'être une armée qui travaille pour d'autres pays, mais c'est une armée qui va travailler pour le peuple algérien uniquement et c'est pour. Très bien. Donc peut-être. C'est ma vision. C'est ma vision sur la doctrine de défense. Très bien. Donc peut-être c'est ce que disait le Houeri Adi le mardi passé quand on a eu l'échange. Lui, il parlait de dynamique de politique étrangère. Pour avoir une politique étrangère dynamique, il faut avoir des institutions démocratiques. Donc tout est lié à la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Donc peut-être tout à l'heure, tu as parlé par rapport à cette hésitation des autorités algériennes par rapport à la politique étrangère, surtout par rapport au dossier libyen. Mais tout au début, tu as un peu émis un satisfecit par le projet de création de l'Agence algérienne de la coopération internationale. Après, peu importe la personne qui la préside, donc on sait que c'est pas c'est le projet en lui-même qui est important. Tout à fait d'accord. Donc pour toi, est-ce que cette hésitation de la politique étrangère algérienne, ce flou, voilà, cette non prise en main des dossiers d'une manière franche, transparente et dynamique est causée par l'affaiblissement du personnel, il faut dire les choses comme elles sont, hein, du personnel du ministère des Affaires étrangères, où on savait que dans les années 60-70, on a eu un personnel bien formé qui traitait les dossiers dans le fond et il y avait une maîtrise des dossiers, mais quelque chose qu'on a vu disparaître depuis 20 ans, vu que tous les moyens qui ont été mis en place dans le renouvellement du personnel diplomatique, mais où le recrutement ne se faisait pas sur des critères comme avant, sur le recrutement à l'ENA avec un processus de sélection, mais plus par du pistonnage, donc est-ce que peut-être, je ne sais pas, je pose des questions comme je les conçois en tant que citoyen qui s'intéresse à ces questions, ou aussi d'absence de tous les instruments qu'on connaît dans les pays développés, soit des instituts de recherche, soit des think tanks privés ou publics, mais qui sont autonomes, indépendants, avec des chercheurs, avec une coopération active au niveau international. À mon avis, si je ne me trompe pas, l'Algérie est l'un des rares pays au monde, surtout dans la région, qui n'a aucun institut de recherche d'une université ou d'un autre institut étranger implanté en Algérie, alors qu'il y en a pas mal en Tunisie, il y en a au Maroc. Il y a des universités étrangères installées au Maroc, en Tunisie aussi. En Algérie, à part lycée international français, il n'y a rien. Donc il n'y a pas du tout de coopération académique, surtout au niveau de la recherche en Algérie. Donc tout ça fait que peut-être on n'arrive pas à produire un personnel qui a voilà, cette stature d'homme d'État,
tu peux aller traiter des dossiers, même si on a vu des individualités. Ça reste des individualités. La Mamara, où tout le monde reconnaît ses compétences. Bougadoum aussi, les gens qui le connaissent dans le ministère reconnaissent ses compétences dans le traitement des dossiers. Est-ce que c'est lié à ça ou c'est juste un problème de politique et de choix de l'État algérien et de cette doctrine qu'on a arrêtée des années 70 de non-ingérence qui pèse aussi sur les choix politiques. Ah, on était bien ingérés hein, à l'époque. Parce que la doctrine de non-ingérence, je n'y ai jamais cru. Voilà, parce que l'Algérie a été portée dans l'art des libertés sur le plan mondial. L'Algérie a aidé la cause palestinienne, qui est une ingérence. L'Algérie a aidé les indépendantistes en Europe, les Basques, les Irlandais du Nord. Elle a aidé énormément de peuples en Afrique. Donc ce sont des ingérences. Ouais. Et la politique internationale est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence courtoise, c'est de l'ingérence non violente, mais c'est de l'ingérence. Donc, la première problématique, en fait, tu as répondu à la question. Hein. La première problématique, c'est que l'Algérie est restée au niveau des années 70 en termes de structure de pouvoir. Donc, on a une ENA qui produit des diplomates ou un institut d'études diplomatiques qui produit des diplomates qui vont en poste à l'étranger, qui répercutent de l'information vers Alger, qui constituent au MAE des dossiers qui les traitent. Le problème, c'est que ce schéma-là, avec le temps, il a été gâté, il a été pourri par l'entrisme, par le népotisme, etc. Et ça a donné un personnel politique, un personnel diplomatique de très mauvaise qualité, avec un encadrement de très mauvaise qualité, avec un manque de spécialisation, etc., etc. Et le caractère élitiste ou élitocrate de ce qu'était le ministère des AE avant a totalement disparu. Mais là n'est pas le problème. Okay. Là n'est pas le problème parce que le ministère des Affaires étrangères n'est qu'un instrument de politique étrangère parmi tant d'autres. Donc c'est un instrument qui fait remonter de l'information au président de la République ou aux politiques en général. Donc on a cet instrument-là, on a la DGDSE qui fait ce boulot-là aussi, qui le fait de manière bonne, parce qu'ils ont des stations, ils sont rodés sur ce travail-là. On a, en théorie, on devrait avoir des think tanks, on n'en a pas. En théorie, on devrait avoir des instituts de recherche, on devrait avoir des laboratoires de recherche en relations internationales qui font réellement du travail. Et tout ceci n'existe pas. Non seulement il n'existe pas, mais il est totalement découragé. Alors j'invite n'importe qui à essayer d'ouvrir un think tank, il ne pourra pas. Il ne pourra pas recevoir de financement intérieur, il ne pourra pas recevoir de financement de l'étranger. Il aura énormément de mal à obtenir un agrément, pour ne pas dire qu'il n'aura jamais un agrément. Et en fait, il ne trouvera aucun interlocuteur, aucune personne qui lui dira « Ok, on t'écoute, dis-nous ce que tu penses sur tel ou tel dossier. » Donc, aujourd'hui, le principal problème, c'est que l'Algérie est encore coincée dans un schéma des années 60, alors que le monde a évolué, il y a beaucoup plus d'informations à traiter, et en temps réel, et qui est accessible. Donc, qui est accessible aux universités, aux chercheurs, aux analystes, etc. Et aujourd'hui, mis à part le ministère des AE et la DGDSE, qui n'ont pas vocation à faire ce genre de travail, eux ont une vocation plutôt de travail sur le long terme et de traitement de véritables sources, pas de sources ouvertes. Et donc, on a des tonnes d'informations qui se perdent. Une information perdue par un gouvernement est une information qui lui est due. Ce n'est pas une information qu'il a ratée ou maléche, c'est pas grave. C'est une information que d'autres gouvernements ont de manière certaine et qui va être analysée, traitée, utilisée, donc
qui va permettre à ces États-là d'avoir de l'avance sur nous. On le voit aujourd'hui, les capacités d'un pays microscopique qui est les Émirats arabes unis en termes d'analyse, de gestion, d'agrégation de données sont énormes. Nous font pas dire. Vous allez à Dubaï aujourd'hui, vous allez trouver une annexe de la Sorbonne, vous allez trouver une base aérienne américaine, vous allez trouver des annexes d'universités américaines, des chercheurs étrangers qui vivent là-bas, et des dizaines et des dizaines de think tanks. Biaisés ou pas, ils sont là, ils font du décryptage et ils transmettent aux bonnes personnes. Et tout ceci en Algérie n'existe pas. Il n'y a pas de confiance entre les autorités. J'ai pas envie d'utiliser le terme régime parce que c'est quand même un terme qui est dégradant. Il n'y a pas de confiance entre les autorités et les porteurs de projets dans le sens analyse et conseil à l'international. Très bien. Donc, d'ailleurs, si je peux faire un commentaire par rapport à ça, c'est que dans ce traitement de l'image de l'Algérie à l'international, l'État algérien, par exemple, ne donne pas d'accréditation aux journalistes étrangers. Et, et donc, ce qui fait que la presse étrangère ne connaît pas du tout l'Algérie. Et donc, ils connaissent l'Algérie à travers soit la presse locale, soit des correspondants au niveau local. Et ça, c'est contre-productif pour l'image de l'Algérie parce que pour les étrangers, maintenant, ça devient une boîte noire. Alors que si on avait accrédité des journalistes qui peuvent rencontrer du monde et qui peuvent avoir peut-être un autre regard plus positif que ce qui est renvoyé de par d'autres canaux. Donc voilà, ça, c'est par exemple, c'est juste un petit exemple de choix contre-productif. Donc des fois, on pense que voilà, le fait d'interdire aux étrangers de venir pour ne pas créer, je sais pas, d'ailleurs je comprends pas du tout pourquoi on interdit aux journalistes de venir en Algérie. Donc ça produit l'effet inverse. Donc l'Algérie maintenant ça devient une boîte noire, personne ne connaît le pays. Moi qui vis à l'étranger, je rencontre voilà, soit des collègues, soit des connaissances. Et ben pour tout le monde, la nouvelle génération, l'Algérie ça reste une boîte noire. Ouais, les gens savent qu'il y a un pays qui s'appelle Algérie, mais sans plus. Voilà. D'ailleurs, c'est même plus un sujet de débat ni un sujet d'intérêt. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est l'Algérie, avec toute son histoire, son potentiel, peut jouer un rôle majeur dans la région euh, voilà, méditerranéenne et en Afrique. Chauve, la Oui. logique, c'est quoi? La logique, c'est que quand tu n'es pas sûr de gagner, tu te retires. Tu participes pas aux Jeux Olympiques. Comme ça, t'es pas le dernier. Ah oui, oui. Or, c'est pas ça la logique, hein. En réalité, c'est en perdant des batailles qu'on apprend, c'est en côtoyant les autres qu'on apprend, etc. Bon, pour revenir à la question des accréditations, Oui, qu'on le veuille ou pas, hein, les accréditations sont un droit régalien des États, hein. Tous les pays du monde accréditent des journalistes étrangers sur leur territoire, oui. y compris les pays les plus démocrates, les États-Unis, la France, etc. Mais le problème, c'est que l'Algérie a choisi de se méfier des journalistes. Je vous Oui. donne une information qui va peut-être, toi, te paraître drôle, mais que beaucoup de gens ici en Algérie ignorent. Les journalistes ne sont pas espions. Il est très, très, très rare, voire quasiment du domaine de l'impossible, qu'une agence de renseignement occidentale du moins, utilise D'ailleurs, un journaliste. on se méfie des Voilà. journalistes. Parce que ça On se met en méfie. péril le métier de journalisme et ça met en péril l'institution en question et le journal en question. Ils ne le font pas, c'est trop risqué. Et c'est, en fait, si un journaliste français, yougoslave, je sais pas, britannique est arrêté pour des faits d'espionnage avérés, il va mettre en péril tous les journalistes de la même nationalité. Ouais. Donc les agences de renseignement évitent généralement de faire une idiotie pareille. Or, en Algérie, on croit, dur comme fer, que potentiellement chaque étranger a un intérêt à venir en Algérie.
puisqu'il a traversé tant d'épreuves pour obtenir un visa et une accréditation, et donc il va fructifier, bonifier au maximum sa présence en Algérie en allant chercher de l'information et en vendant des services de renseignement. Encore une fois, on est en 2020, bientôt en 2021, c'est pas comme ça que le monde tourne aujourd'hui. Très bien. Donc là, on a fait 1h20, donc on est dans les 80 minutes. Donc on a appris beaucoup de choses avec toi, Akram, même si j'ai déjà échangé plusieurs fois, mais à chaque fois que j'échange avec toi, c'est toujours, voilà, j'apprends tous les jours. Donc c'est l'intérêt, c'est que ne pas garder ça juste entre nous parce qu'on se connaît, mais partager ça avec les autres. C'est comme ça qu'on enrichit le débat. Et pour moi, voilà, une information, c'est pas une pomme. Voilà, une information, quand on la partage, on s'enrichit. Alors qu'une pomme, quand on la partage, voilà, on perd Dans la nourriture. voilà, dans la matière. Donc c'est le but de faire ce genre d'échange, mais c'est pas le premier. Donc peut-être on va revenir sur des thématiques un peu plus précises. Je sais que toi, tu es spécialisé sur les questions d'armement, donc tu suis beaucoup ces sujets qui restent peut-être tabous, alors que moi je ne considère pas du tout que c'est tabou, hein. Pour moi, voilà, il faut en parler. Ça fait partie de l'environnement des États, donc il faut en parler sans tabou, voilà, sans remettre en cause la sécurité. euh, donc voilà, je pense que tu es assez professionnel et tout le monde te reconnaît cette envergure professionnelle. Donc on peut revenir sur ces questions et peut-être traiter aussi d'autres questions qui ne sont pas liées à l'Algérie, mais qui relèvent euh, de l'international, peut-être d'autres crises, pour comme ça, pour s'ouvrir sur le monde et comprendre les enjeux géostratégiques pas que dans l'Afrique du Nord, mais ça peut être au Moyen-Orient, Extrême-Orient, Corée, Iran. Tout ça, pour moi, c'est des choses voilà, qui me rend curieux. Et avec toi, voilà, c'est toujours en apprendre beaucoup. C'est une première, mais on va revenir sûrement sur d'autres thématiques. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont posé des questions, mais j'ai lu Passion parallèle, mais c'est des questions auxquelles tu as répondu d'une manière ou d'une autre dans les S'il y a échanges. une question précise, Attends, je je peux vais les répondre lire rapidement, il peut-être. n'y a pas de problème. Ouais, Je suis pour l'échange. voilà, pour l'échange. Donc, il y a Mohamed Sherif Medouri. Voilà, je lis là que je découvre avec toi, hein. Que pensez-vous de l'installation des bases militaires émiraties en Mauritanie et françaises au Mali et Niger et les Turcs à Al-Watiya, voilà. Et notre maritime à Misrata et les Russes à Al-Qaradiya et à Sirte. Nous sommes assiégés partout, voilà. Donc je l'ai lu Ben, oui, l'Algérie n'est pas une île. oui. Ce n'est pas une île. On a des bases étrangères qui sont autour de nous. On aurait pu avoir aussi des pays, des superpuissances au Mali, au Niger, au Tchad. Ça n'aurait absolument rien changé. Donc, la véritable question, c'est pourquoi l'Algérie n'a pas de présence, de base et d'influence sur les pays qui laissent. Cette charmante personne a parlé de la Libye, de la Mauritanie, même si la base en Mauritanie, l'information est contestée et contestable aussi. Mais il n'a pas parlé de la Tunisie. Il y a un pays frère, ami, qui tolère que les États-Unis installent une base de drones sur son territoire. Ouais. Donc, on est là. Ils font ça alors que l'Algérie est censée être la grande sœur ou le grand frère de la Tunisie. Donc, c'est ça la question. Moi, je vois pas ça comme un encerclement ou comme un danger. En fait, je pense que le véritable ennemi de l'Algérie, c'est d'abord l'Algérie. Lorsqu'on arrivera à tuer nos démons, les tuer politiquement, pas physiquement, lorsqu'on arrivera disons, à nous réconcilier avec nous-mêmes, lorsqu'on arrivera à avoir une politique consensuelle et bien comprise et acceptée par tout le monde,
Ce jour-là, on pourra exporter ces politiques-là et nous serons exportateurs de stabilité. Et de manière naturelle, tous ces pays-là, Turquie, États-Unis, France, payent énormément d'argent. Ils se fatiguent énormément pour avoir des bases, pour avoir des bases à l'étranger que nous n'avons pas besoin d'avoir. Donc, en étant positif, en faisant de l'influence, en coopérant, en faisant des relations économiques avec ces pays-là, on parviendra à maintenir un équilibre. Mais avant cela, le chemin passe par des réformes à notre niveau. Très bien. Donc j'ai une autre question de Mohamed Labidi. Donc une question directe. Est-ce que la présence sur le terrain pour l'Algérie en Libye garantira sa sécurité? Est-ce que c'est un avantage stratégique comme le fait la Turquie ou l'Égypte ou la Russie? C'est une excellente question. Question. C'est une excellente question et je vais oser une réponse un petit peu hardie. Je suis partisan de ne pas envoyer de troupes. Je suis partisan de créer une société militaire privée algérienne, de droit algérien, Mhm. avec du personnel algérien et non algérien, qui sera utilisé pour ce genre de problème. Ok. Les Russes, aujourd'hui, il n'y a pas que la Russie qui utilise des compagnies militaires privées. Hein. On Oui. a aussi la Turquie. La Turquie qui utilise une très grosse compagnie, au niveau, enfin, dans le sens CMP, qui s'appelle oh Dieu. Enfin, je m'en rappellerai. En tout cas, ils utilisent une compagnie militaire privée qui fait la guerre pour la Turquie. Demain, si ces gens-là meurent, sont blessés ou sont faits prisonniers, ce ne sont pas des militaires turcs. C'est un problème de business. Donc, à mon avis, si on veut avoir un avantage stratégique, si on ne veut pas devenir la compagnie militaire privée d'un autre pays, on doit créer nous-mêmes des compagnies militaires privées. Donc ça, c'est ce que je recommande. Très bien. Là, je vais j'ai pris les questions qui sont en lien avec la Libye parce qu'il y a des gens qui Ça posent. date, hein. La société turque, ça date. Ah, ça date, ok. Pour toi, peut-être c'est la nouvelle doctrine mondiale pour dans la gestion des affaires sécuritaires au lieu Ben de oui, faire. on crée une Ouais, société, on l'envoie faire la guerre, on la dissout, elle disparaît, c'est voilà. fini. On n'implique pas un pays tout entier, on fait pas mourir des gens inutilement, on mobilise pas de troupes, Très et bien. ça permet de faire de l'argent. Il y a du financement qui se trouve, y compris à l'international, on peut se financer localement aussi. Donc, je sais que ça paraît un petit peu, de ma part, un peu. C'est pour ça que j'ai dit que c'était hardi, que c'est un peu cynique de le dire comme ça, de le décrire aussi rapidement de cette manière, mais c'est véritablement une solution. Très C'est bien. une solution. Donc, toujours sur la Libye, il y a Yasmine Ben Hamza Fliti qui dit, mais pourquoi ne serait-ce pas une mauvaise idée de s'appuyer sur les tribus, d'être voilà, une troisième voie au lieu de s'allier ni aux Turcs avec le Qatar, ni aux Saoudiens égyptiens avec les Émirats. Parce qu'ils sont fous, tout simplement. Ok. Parce que les tribus, mais vraiment, si on tape le coquillard, vous ne pouvez pas imaginer. Sincèrement, c'est déjà la guerre a pris un volume qui est trop grand aujourd'hui, qui dépasse celui des tribus, et ça ne changera pas grand-chose. Je n'appelle pas à choisir un camp, euh, j'appelle plutôt à poursuivre, puisqu'on a commencé, qu'on poursuive sur cette voie-là des négociations. Au moins, on ne nous accusera pas à la fin d'avoir tué des Libyens inutilement ou d'avoir manipulé des Libyens inutilement. Mais sincèrement, du point de vue diplomatique, je suis pas pour. Enfin, je pense que l'option des tribus ne va rien donner. Très bien. Donc, toujours au hasard, là, j'ai pris une question de Miguel Lito. Donc, qui dit si les Émirats peuvent influencer la France, pourquoi pas le faire aussi pour l'Algérie? Nous influencer, nous. Oui, bah, c'est ce que j'ai compris de la Bah, question. c'est ce que les Émirats ont fait. Ils ont profité, disons, de leur influence en
entre 2018 et 2019 pour faire en sorte que l'Algérie n'intervienne pas. Les Émiratis étaient très intéressés par une Algérie qui ne faisait rien. Donc, je pense qu'ils nous ont influencés dans ce sens-là, ou du moins, ils se sont assurés que l'Algérie ne soit pas contre. Les Émiratis, les Qataris aussi. Très bien. Donc, bon, il y a... ça, c'est, on va coller ça sur le dos de la Saba. Très bien. Il y a Jalal Ben Sadeddin qui dit l'appétit de la Turquie. Donc ça, c'est voilà, tu as répondu à ça par rapport aux questions. Alors, il y a... Et je vous dis, hein, personnellement, ma position sur le dossier libyen, c'est que c'est tous des salons. Je suis voilà, pour ça. Absolument personne. Voilà, exactement. Je suis contre toutes les parties. Je suis avec le peuple libyen que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Très bien. L'Europe, le Frontex traite. Oui. Donc là, c'est plus des commentaires, donc il n'y a pas des questions directes. Après, il y a une question sur de Yasmine qui parle des précisions sur la question malienne. La population, voilà, je vais lire la question en entier. Pourriez-vous également lui demander, donc te poser la question à toi, Khalaïef Akram, des précisions sur les dernières évolutions au Mali, la population qui se soulève, quid de l'opération Barkhane, de la présence française et les poussées djihadistes dans le sud. Donc on n'a pas beaucoup parlé sur le Sahel. Peut-être ça peut être un objet d'une émission spéciale. C'est possible, mais très rapidement, effectivement, oui. depuis une semaine, depuis vendredi passé, il y a une accélération des événements au Mali avec l'augmentation de la contestation et pour une fois des morts. Donc l'armée qui a tiré, la police qui a tiré sur des manifestants. Il y a eu 3 morts vendredi passé. Il y a eu des manifestations aussi aujourd'hui. On demande le départ. En fait, ils font ça intelligemment. Ils demandent la dissolution du Conseil constitutionnel et le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il y a Barkhane, effectivement, Barkhane Takuba aujourd'hui, sous sa nouvelle appellation. La poussée djihadiste, donc on a même une guerre entre l'État islamique et JNIM, donc Al-Qaïda et consorts. Et on a un nouveau phénomène qui concerne tout le Sahel, qui est très important et que je voulais soulever, c'est celui des massacres. Aujourd'hui, les différents gouvernements au Sahel ont créé des milices qui massacrent les populations. On a des centaines et des centaines de Maliens, Burkinabés, Tchadiens, peut-être pas Tchadiens, mais Nigériens, qui ont été tués, massacrés parce qu'appartenant à la mauvaise ethnie ou faisant et pour avoir été au mauvais endroit. Donc on a ce phénomène-là et la situation risque de s'envenimer encore plus avec une détestation des présences françaises, différentes présences françaises dans le Sahel et internationales aussi dans le Sahel, et avec une complication de la donne terroriste aujourd'hui, surtout qu'il y a des velléités de dialogue entre le gouvernement, entre, disons, les autorités maliennes et les terroristes, du moins JNI. Très bien. On a un début de processus de discussion. Très bien. Donc, une dernière question, même si tu as déjà répondu, mais on la prend. Donc, le risque des bases militaires étrangères en Libye est-il réel? Si oui, comment pourrait-il se concrétiser par rapport à ce risque? S'il y a risque d'implémentation de ces bases, si oui, comment ça va-t-il? Bon, le risque sur un eau, il n'est pas énorme. Il n'est pas énorme. L'armée algérienne est quand même une armée qui est très bien équipée, qui défend très bien son territoire, qui peut gérer une attaque de très grande envergure, etc. Donc le risque n'est pas pour nous. Mais par contre, c'est pratiquement une humiliation de savoir qu'il y a une base à 400 km de notre frontière, que les gens se permettent de venir installer des bases, que des gens se permettent de faire voler des drones à nos frontières, des pays qui ne sont pas nos voisins. C'est très gênant. Okay. Mais en termes de sécurité, au-delà du camouflet, disons, diplomatique, ou du coup, à notre orgueil, il n'y a pas de grosses menaces sur notre sécurité. Heureusement. Très bien.
Donc là, je pense on a fait le tour des questions. Donc c'est très bien que comme ça, des gens qui posent des questions, donc Avec grand ça plaisir. nous enrichit aussi. Donc voilà, on a fait 1 heure et demie, donc c'est très bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et je pense les gens qui aussi qui nous écoutent. Et aussi l'important que la vidéo soit voilà soit revue. Et c'est l'intérêt des réseaux sociaux maintenant que les gens, même s'ils ne nous suivent pas en direct, mais peuvent voir la vidéo en, en différé, si j'ose dire ainsi. Donc je te donne rendez-vous à Karam bientôt Bientôt. pour un autre Bientôt. sujet, voilà, peut-être voilà, avec une interaction, comme ça on peut tous bénéficier de tes lumières. Merci. Merci Akram. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Donc voilà, j'ai coupé le. C'est bon. Ça va, c'était bien? Oh, trop, franchement, très très bien. Moi, j'ai adoré. Super. Même la J'ai connexion adoré. était bonne. Donc les gens ont posé des questions, c'est bien. Après, une fois que les gens, une fois que c'est connu, après, voilà, ça va faire boule de neige et c'est le plus important. Allez, je vais partager de toutes les manières. Très bien. Parfait. Ok. Et à Merci. bientôt. À Merci. bientôt, Akram. Sahib. Porte-toi bien. Merci. Ciao. Porte-toi bien. Bonne soirée.